passionnant de devoir penser sa vie, même si évidemment une fois n'est pas coutume, c'est ce qu'il y a d'agréable. Il ne s'agit pas ici de se justifier son féminisme, comme ça arrive souvent, de devoir le faire, mais au contraire de le revendiquer, et évidemment encore mieux d'essayer de se l'expliquer, ce qui n'est pas toujours, ce qui est une expérience intéressante. Et puis soyons honnêtes, c'est évidemment impressionnant, mais c'est toujours agréable de parler de soi, ça, c'est rarement désagréable. Alors, ensuite, donc, il y a le côté psychosocial que tu as évoqué, parce que j'ai fait effectivement alors, une double formation, la sociologie, mais en parallèle de la psychologie. Effectivement, ma base, c'est la psychologie, mais dans mon cheminement et dans mon exposé en tout cas, là, je vais partir d'un côté un peu sociologique pour aller vers la psychologie, et en arriver même à la psychanalyse, c'est tout dire. Alors donc, pour le côté sociologique, je vais d'abord me resituer dans une histoire sociale, celle des années après-guerre et des 30 Glorieuses. Donc je suis née en pleine guerre, un 18 juin, ça ne s'invente pas, c'est pratique, mais mon entourage se souvient bien de ma date de naissance comme ça. Donc au pied du Vercors, dans le Dauphiné, mais mes parents sont très vite montés à Paris, comme on dit, manifestement, alors dans un esprit de retour à ses origines pour mon père, et dans un projet d'ascension sociale pour les deux, auquel ma mère a participé ardemment, ne serait-ce qu'en refusant de faire plus d'enfants que moi. Je suis donc une fille unique. Alors ma mère, c'est une douzaine d'avortements dans ce cadre-là, style de l'époque, avec sa petite sonde personnelle, une indéniable forme de courage. Alors si je parle de quelque chose d'aussi intime, c'est parce que ça fait très rapidement, très certainement, pas rapidement, mais partie de mon parcours de recherche. Ma première thèse a en effet été sur l'avortement, soutenue en 1976, donc juste après l'obtention de la loi sur l'IVG, pour laquelle j'ai beaucoup milité, comme évidemment beaucoup d'autres. Alors, militantisme qui, pour une fois, et la seule fois, a suscité l'adhésion de ma mère, qui a été jusqu'à venir à la grande manifestation. Les plus jeunes ne peuvent pas s'en souvenir, mais qui a eu lieu à Paris à l'automne 1974 pour soutenir la loi, à laquelle ma mère m'avait accompagnée, à mon grand, on ne dirait pas désespoir, mais à mon grand dame en tout cas, parce qu'elle était entièrement vêtue de Burberry jusqu'au parapluie. Mais en fait, ça ne détonnait pas tellement dans une ambiance qui était plutôt assez bourgeoise finalement. Alors en tout cas, c'était une expérience forte pour moi, non pas de ma mère sans Burberry, mais de cette manifestation de classe de sexe, je dirais, ce qui n'est pas si fréquent, je ne l'ai jamais vu se reproduire, mais je ne les espère pas. Alors si je parle de classe de sexe, c'est parce que c'est toujours une idée qui continue à beaucoup m'intéresser, que j'ai retrouvée récemment en travaillant la notion de... Alors classe de sexe, je vais en parler un petit peu, en travaillant la notion de stratégie défensive de sexe qui a été défendue autrefois par Daniel Kergoat, avec son idée que j'ai pu retrouver dans les années suivantes, du recours à faire un troisième enfant comme issue pour les femmes les moins qualifiées. Elle appelait ça une stratégie défensive de sexe. Ou aussi idéologie défensive de sexe. Alors évidemment, c'est une idée, cette idée d'idéologie défensive de sexe, c'est au prix de la maternité, au risque de la maternité, et en tout cas au risque évidemment de quelques familialismes. C'est tout de même le double tranchant. En tout cas, ce concept de classe de sexe qui a été débattu dans les années 80, élaboré dans les années 80, n'a pas pu faire long feu, et en théorie, je dirais, et dans la pratique, aussi parce que dans la pratique, ça n'a pas tellement marché, face évidemment à la réalité sociale, c'est-à-dire qu'une femme de PDG a finalement bien peu de raisons de se battre aux côtés d'une femme d'ouvrier, et a fortiori d'une ouvrière. Donc on pouvait interpréter, moi c'est ce que j'ai pensé, non pas à cette époque-là, mais maintenant, cette lutte pour l'IVG comme le seul moment historique où, en fait, il y a eu une classe de sexe qui s'est constituée un petit peu, parce qu'il y avait vraiment, toutes les femmes étaient concernées. Donc pour l'heure, il me semble qu'il n'y a que la lutte contre les sexismes, évidemment dont la conception est large, de lutte contre le sexisme, mais qui me semble pouvoir réunir des femmes d'origine différentes, donc des travailleuses, des cadres, ou des ouvrières, et jusqu'aux députés, puisque c'est ça dont on parle aussi passablement. Mais ce sont des femmes comme les autres, d'une certaine façon, c'est une forme de travail. Alors, le sexisme dans le travail. Alors, je reviens à mon parcours personnel, donc qui se situe dans un milieu traditionnel, mais non traditionnaliste. C'est-à-dire que mes parents ne sont pas du tout engagés politiquement,
Ils votent gaulliste, mais ils n'y croient pas plus que ça. Pas plus d'ailleurs qu'à la religion, qu'à aucune religion, mais en croyant avant tout à l'ordre établi. Donc ils voteront toujours pour le pouvoir en place, qu'il soit de droite ou de gauche. C'est comme ça qu'on a eu la vague rose en 81. Voilà, on ne change pas ce qui marche. Donc ce en quoi ils croient, c'est à la réussite sociale, et ils mettent tout en œuvre pour ça. Donc ils n'ont à l'origine... Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont à l'origine aucun bagage. Ma mère est d'un milieu artisan, à la campagne. Elle est d'une famille nombreuse, elle est la dernière d'une famille nombreuse. Elle a le certificat d'études. Mon père est d'origine plus bourgeoise, mais déclassée. C'est-à-dire qu'à cause de la grande crise de 29, il n'a pas pu aller jusqu'au bac. Son père lui a dit, c'est fini, tu vas travailler maintenant à 17 ans. Le père aussi, d'ailleurs, n'ayant plus d'argent et étant obligé de travailler plus que ce qu'il avait prévu. Alors, mes parents compensent par beaucoup d'investissement au travail. Mon père monte peu à peu comme commercial dans son entreprise, une grande entreprise qui s'appelait la CGE, qui est devenue Alstom par la suite, et dans laquelle il va faire toute sa carrière. Alors, c'est une carrière à laquelle ma mère, au foyer bien sûr, c'est l'époque, collabore à sa manière en recevant beaucoup les clients, les collègues, les supérieurs hiérarchiques, etc. C'est comme ça que j'ai appris qu'un supérieur hiérarchique n'apporte jamais un bouquet ou quoi que ce soit quand il va chez un inférieur. J'étais très étonnée quand les patrons venaient sans rien. Je trouvais ça très mal poli, c'est comme ça qu'on a compris que ça ne se faisait pas. Bon, en tout cas, ça marche bien. À preuve, quand j'ai 14 ans, on quitte le Paris du 18e pour la banlieue ouest. On est donc dans les années 60, je passe mon bac très tranquillement, sans prouesse en tout cas aucune, loin de là, puis je découvre le monde étudiant avec ravissement, mais aussi une très grande naïveté politique. Donc je suis en propédeutique, c'est-à-dire que j'ai fait le choix de la psychologie déjà, mais à l'époque, on faisait obligatoirement cette année de propédeutique transitoire après le bac, entre le bac et la vraie entrée dans le cursus qu'on avait choisi. Il fallait toi me réussir cette propédeutique, mais bon, ça allait. Il y a eu beaucoup d'abandon parce qu'en fait, c'était une façon de faire l'orientation. Alors, j'entre donc fièrement à la Sorbonne, et pour faire chic, je me coince en permanence sous le bras Candide, qui est un journal littéraire de l'époque, que j'avais choisi à cause de Voltaire pour ses écrits sur l'affaire Calas, une révélation pour moi au lycée. Ça me fait penser à Florence que tu m'as dit tout à l'heure, un groupe qui s'appelle Gavroche, qui est tout à fait... la référence à Voltaire marche toujours, il n'y a rien à faire, et on ne sait jamais très bien qu'est-ce qui se passe. Alors je comprends vite que Candide, c'est un journal affilié au Figaro, donc quelle horreur, parce que c'est le journal que lisent mes parents. Donc c'est comme ça que je commence à faire une classification. Et que je m'initie à la politique, donc très toute seule, assez isolée, par contagion, je dirais, au quartier latin. Alors je suis assez seule, parce que je suis coupée complètement en fait de mes camarades d'origine de mon adolescence, que j'appellerais les Versaillais, c'était vraiment Versailles, Saint-Germain-en-Laye, il y avait des gens qui étaient royalistes, vraiment un autre monde. En tout cas, j'entre à l'UEC, donc l'Union des étudiants communistes, qui est le passage obligé à l'époque, où je glisse rapidement, autre passage obligé au sein même de l'UEC, du côté du trotskisme, pour peu à peu glisser d'un côté encore, qui évoquera, connaissent peut-être certaines d'entre vous, mais un peu plus marginal, je dirais, type pouvoir ouvrier, en tout cas autour d'un groupe qui était autour de la vieille taupe, qui était très informel. Bref, on arrive comme ça en mai 68, explosion effectivement riche et enthousiasmante, d'un point de vue militant, ça va de soi, aussi bien que sexuel, ce qui n'est pas négligeable dans ma vie. Bon, en 68, je n'avais plus aucun examen à passer, ce qui était bien dommage, puisque c'était plus facile à obtenir, mais bon. Puisque j'étais en première année de thèse, donc ça se donnait pas. Donc au niveau de ce qui s'appelle maintenant un Master 1, mes parents m'avaient signifié que ça y était, j'avais un bagage, ça s'appelait licence à l'époque, mais ça correspond à ça maintenant, et que j'étais bonne pour le marché du travail, ce qui était vrai d'ailleurs. Et d'ailleurs, mon père m'a immédiatement proposé un poste de psychologue au service du personnel, à IBM, je crois. Une chose, bien sûr, qui était impensable pour moi à un niveau d'un point de vue politique. Donc, pour eux, mon diplôme, c'était l'aboutissement de leur projet d'ascension sociale, donc on arrêtait là. Je pense que c'était une petite vengeance aussi par rapport en réaction à mai 68.
et au fait qu'eux avaient voulu, surtout je pense, que je sois dentiste, parce que ça gagnait bien, et que c'était bien pour une femme, et ils étaient manifestement prêts à aller plus loin dans ce cas-là. Ils avaient d'ailleurs déjà repéré les stages avec des amis, etc. Donc j'ai pas voulu faire dentiste, bien que j'ai un peu galéré parce que j'avais fait la filière B, donc classique à l'époque, et au dernier moment, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, donc mes parents parlaient dentiste, donc j'ai fait ce qu'on appelait sciences-sexe à l'époque, un truc épouvantable, c'est-à-dire qui faisait tout. Je ne sais pas très bien à quoi ça correspond maintenant, mais bref, il a fallu que je me mette aux sciences exactes de façon assez difficile. Je l'ai tout de même eu, mais ça a été dur. Ça m'a servi. Puis après, j'ai renoncé. Bon, alors, c'est là où j'ai rencontré, en fait, en sciences sexe, la philo et donc la psychologie, et c'est là où je me suis dit, je vais faire ça. Bon, alors, après ma maîtrise, donc, j'avais obtenu une bourse d'études pour 2 ans. J'étais indépendante, j'avais une petite chambre à Paris, etc. Et je travaillais à côté dans les instituts de sondage, comme ça se faisait beaucoup, ça continue à se faire d'ailleurs, pour compléter financièrement. Alors évidemment, la question se pose donc, est-ce que c'est parce que j'étais une fille que mes parents ont dit ça va comme ça? Chez mes cousins très très proches, on était très proches d'une partie de la famille, qui avait le même âge que moi, mes cousins, la fille a été professeure d'anglais et le garçon vétérinaire, ce qui est classique. C'est une profession libérale, donc le rêve. Mais si je suis une fille, je suis fille unique, c'est-à-dire que possiblement à la place du garçon manquant, même place que celle que Nicole Mosconi a évoquée ici même, dans son 40 ans de recherche sur les femmes. Donc, pour reprendre la définition ancienne, mais toujours valable, des sociologues, donc comme Anne-Marie Donne-Richard et Catherine Flamand, dans les années 80, c'est-à-dire que le garçon manquant, c'est la fille mise à la place du garçon non advenu, sans remise en cause de son identité sexuelle, ça c'est très important, c'est-à-dire que c'est pas un garçon manqué, a priori, c'est pas la même chose, peut l'être, mais c'est pas ça l'enjeu, mais dans une logique de mobilité socio-professionnelle des parents. Donc c'est tout à fait mon cas, ma mère me dispensait des tâches ménagères et me poussait aux études, car on ne sait jamais, disait-elle, il faut resituer dans l'après-guerre aussi. Hein. Donc, et puis c'est le début des divorces, la possibilité que les femmes soient divorcées. Donc on ne sait jamais. Entre veuve et divorcée, au moins on avait un bagage qui n'était pas bête, évidemment. Son vrai idéal était que j'épouse une profession libérale, non pas au sens de faire une carrière libérale, mais d'épouser une profession libérale. Ce que je ne fais donc pas, en tout cas à l'époque, mais je reconnais qu'on est marqué par sa maman, ça c'est entre autres son papa, puisque beaucoup plus tard, j'ai épousé quelqu'un qui est un futur psychologue, qui effectivement, au final, a ouvert un cabinet, qui a été un joli clin d'œil à ses beaux-parents. En fait, c'est lui qui a fait le job pour obéir à ma maman. Alors, on est en 68, je reviens en 68, au printemps 69, s'ouvre une kyrielle de postes d'assistants. Donc c'est le terme de l'époque pour désigner ce qui plus tard seront les ATER. Ma bourse est arrivée à son terme, mais alors je n'avais eu jusqu'alors aucun projet universitaire, mais bon, c'était un milieu que je ne fréquentais pas, sauf mes cours, évidemment. Mais sans doute, j'avais une mentalité de fonctionnaire, ce que je ne regrette pas. Je candidate un peu à l'aveuglette. Et, époque absolument ahurissante pour les plus jeunes d'entre vous, je choisis entre 4 postes. Non, mais je sais, ça fait toujours un choc. Moi aussi, ça m'a fait un choc, je pense, mais je n'étais pas toute seule dans ce cas-là. Il y avait vraiment énormément de postes qui ont été ouverts. Une bulle de rêve, donc. Le plein emploi, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je choisis Lyon, ville que je ne connaissais pas du tout, mais alors pas du tout, refusant Nanterre, les autres, c'était Clermont-Ferrand et Nice, parce que je refuse Nanterre parce que j'étais devenue phobique de la banlieue, et surtout de la gare Saint-Lazare. À l'époque, il n'y avait pas de RER. Hein. Bon. Et la gare Saint-Lazare, non, je ne pouvais plus. Donc, me voilà donc à Lyon, j'ai 26 ans, un poste, époque toujours aussi royale, bénie, sans trop de limites dans le temps. Il n'y avait pas de limite pour les postes d'assistants. Est-ce qu'ils étaient nouveaux à l'époque, ça je ne sais pas très bien. Mais tout de même, petit à petit, en tout cas autour des années 75, donc 5-6 ans après, il faut tout de même passer sa thèse sans veut garder son poste. Ce qui n'a pas été très vrai dans l'absolu, puisque j'ai des collègues qui ont eu le poste en même temps, qui sont restés assistants jusqu'à la fin de leur vie. Mais moi, j'avais peur. Alors, j'ai du mal,
peut-être le sujet donc, sur l'avortement pour ma thèse, mais je suis prise de la panique de perdre mon poste, parce que, entre autres, évidemment, mais surtout parce que j'ai adopté entre-temps une petite fille, évidemment, il faut bien assurer tout de même. Alors, pour vous dire mon état de panique, je vais jusqu'à faire le tour de mes anciens prétendants, dont un était prêt à nous épouser, si j'ose dire, moi et ma fille, parce que ma fille le trouvait, il lui faisait une cour monstrueuse. Elle le trouvait parfait vu qu'il avait une cravate. Il faut reconnaître, c'était un gage. Bon, finalement, je passe ma thèse. En 1976, je ne me marie pas, donc, avec ce monsieur, qui n'est pas le futur mari que je vais avoir après. Donc, je passe ma thèse assez à l'arraché. Vraiment, au sujet, il y avait quelque chose qui m'était difficile, forcément. Enfin, je la passe tout à fait honorablement. Parce que à l'arraché aussi, parce que je suis en intense période militante féministe, MLAC, puis mouvement des femmes. Alors, féministe, je l'étais déjà à Paris, mais à bas bruit, je dirais. Je m'étais inscrite, donc, pendant les années bac de mes études, au planning familial, où j'avais rencontré des femmes étonnantes, comme Evelyne Sulero, Geneviève Texier ou Colette Audry. Et j'ai retrouvé récemment, ça aussi Florence, je peux en faire cadeau parce que je range en ce moment, mais j'ai retrouvé récemment un tas de revues d'un mouvement démocratique féminin qui, je crois, était le groupe auquel j'allais. Parce que je ne vois pas comment je pourrais avoir ce truc. Sinon, et ça devait être elle était à cheval sur les deux, j'imagine. Bon, j'avais aussi été voir du côté des femmes diplômées, la FFDU, où là c'était plutôt sympathique, mais c'était des repas. Bon, on rencontrait beaucoup de jeunes femmes étrangères, c'était sympa, mais bon. Bref, vous voyez, je me cherchais, puis j'étais toute seule, parce que j'étais plus jeune, évidemment, que Geneviève Texier, etc. Je faisais ça, bon, le planning familial, évidemment, c'est parce que je voulais, comment ça s'appelait à l'époque, un diaphragme. J'avais besoin d'un diaphragme. Bon, puis du coup, le planning familial, ça ne m'avait plus, etc. Bon. Alors, il faut dire aussi que j'en avais assez du machisme de mes collègues militants, même si je ne me rebellais pas collectivement, à l'époque, on ne se rebellait pas collectivement contre ça. Mais un exemple qui parlera sans aucun doute aux moins jeunes d'entre vous, un exemple qui m'a bien marqué. Donc un chef trotskiste, je vous rappelle j'étais trotskiste, que je ne nommerai pas, m'invite un jour à aller discuter, théorie bien entendu, sur les quais de Seine. C'était dans la journée, je vous rassure. Bon, très flatté, évidemment j'accepte. Hein. Il se jette sur moi, je ne même pas du prétexte théorique, il se jette sur moi, cherche à m'embrasser, je refuse, et il s'étonne, mais il s'étonne vraiment, très sincèrement je crois, hein, parce que vraiment, il n'a pas essayé d'aller plus loin, je veux dire, on n'était pas, enfin bon, on était dans une petite agression sexuelle, donc je ne cherchais pas à me violer, etc., puis je me rappelle, c'était le jour, en tout cas, il s'étonne, et puis il dit cette phrase que je trouve absolument fantastique, je ne comprends pas que tu ne m'aimes pas. Moi, ça m'est resté parce que je le connaissais à peine. Enfin, vraiment, je ne le connaissais pas plus que ça. On n'avait jamais parlé ensemble. Et vraiment, c'est vrai que pour lui, c'était une évidence. C'était le chef, donc j'allais être forcément séduite. C'était marrant. Bon, donc ça, c'est un exemple parmi mille autres de ce que tout le monde a pu connaître, avec des pratiques, faire la Ronéo, tout ça, bien entendu, ça aussi, pour les femmes. Alors, je reviens à Lyon, donc au MLAC d'abord, puis au mouvement des femmes, très actif à Lyon et assez consensuel. C'est une période tout à fait passionnante et passionnée, donc tout aussi réjouissante que mai 68, au sein donc d'une association créée en 75 qui s'appelle le Centre des femmes, qui regroupe une centaine de femmes en réunion quasi quotidienne, comme vous savez à l'époque on ne faisait pas les choses à moitié, et action coup de poing, à grand succès, qui ont pu mobiliser jusqu'à 500 femmes, pour, par exemple, ce qu'on avait organisé, la nuit du raviolle ou des choses comme ça. Donc, on a raconté tout ça dans un livre, donc, auquel Florence faisait allusion tout à l'heure, Chronique d'une passion, qui nous a aidés, elle nous disait, nous étions à faire le deuil en même temps, parce que c'était plus tard, on l'a sorti, je crois, 82, je ne sais plus, 89, enfin, on s'est mis en 80 et 80-82. Donc, nous a aidé à faire le deuil de cette période tout à fait enthousiasmante, parce qu'enfin, politique et féminisme pouvaient œuvrer de concert. Alors, l'écriture collective, bien sûr, et la publication de ce livre me permettent donc de revenir à l'université. Alors, dans le même temps que le Centre des femmes, à quelques-unes, que vous connaissez peut-être, Huguette Bouchardot,
été connue comme ministre, mais elle était lyonnaise, donc à la fac, à l'université. Brigitte Laumont, vous connaissez peut-être, puis Patricia Mercader et Gaston Botta. Au départ, donc, nous créons en 1976, de façon extrêmement informelle, le CLEF, donc Centre Lyonnais d'études féministes, en attrapant au vol un de ces budgets dont l'université a le secret, qu'il faut dépenser absolument dans les 3 jours, sinon ça va être perdu, et ça nous permet d'ouvrir un centre de documentation. Le CLEF va mener une vie parallèle à celle du Centre des femmes, ce sont les mêmes. Celles du CLEF sont également au Centre des femmes, à part Huguette Bouchardot qui était à Saint-Étienne, mais bon. Et le CLEF va s'inscrire tout naturellement dans le mouvement d'institutionnalisation qui s'ouvre avec le fameux colloque de 1982, donc Femmes, Féminisme, Recherche à Toulouse. Alors ce moment étonnant où participent tout de même 1000 femmes à peu près, d'une façon ou d'une autre, va ensuite conduire plusieurs d'entre nous, féministes dites institutionnelles, à fonder en 89 l'ANEF, Association nationale des études féministes, dont le projet, toujours actuel, est de développer et promouvoir les enseignements et les recherches féministes dans l'ensemble des disciplines. Alors, s'inscrivant dans ce projet, le CLEF va devenir en 2003 le centre Louise Labbé, donc mission égalité hommes-femmes à l'université, et perd son label de féministe, ça ne nous aura pas échappé. Ce qui a été un enjeu un peu compliqué au sein du CLEF. Alors sans doute sommes-nous prises dans un désir de reconnaissance, qu'il faut quand même un peu analyser, qui passe par l'envie, ça c'est certain, de contrer l'image de la féministe au couteau de la castration entre les dents, mais aussi et surtout par ce que nous pensons être une nécessité, c'est-à-dire le fait de s'inscrire dans la nouvelle tendance genre, terme qu'à Lyon nous ne refusons pas du tout théoriquement en soi, mais dont nous nous méfions pour l'édulcoration de la lutte féministe que cela sous-entend parfois, peut laisser entendre éventuellement. Bref, un compromis est trouvé avec la figure lyonnaise de Louise Labbé, lyonnaise d'abord, et puis féministe ensuite, puisqu'elle a écrit tout de même, je vous la lis, « Étant le temps venu que les sévères lois des hommes n'empêchent plus les femmes de s'appliquer aux sciences et disciplines. » Donc c'est ce qui est marqué sur la petite plaquette qu'on sort depuis cette époque-là. En d'autres termes, c'est notre petite Émilie Châtelet à nous. Bon. Alors le Centre Louise Labbé devient un groupe d'une vingtaine d'enseignantes-chercheuses qui s'agrandit donc autour de Brigitte Laumont, Patricia Mercader bien sûr, avec Claudette Fillard, Christine Planté, vous connaissez sans doute, puis Michel Zancarini, entre autres lyonnaises, quand Michel Zancarini, par exemple, a fait son retour à Lyon. Alors c'est un centre de documentation et dispensant des cours qui regroupe 500 étudiants par an. Mais ça c'était avant d'ailleurs sur le Centre Louise Labbé, mais ça a grossi évidemment. Dans une veine différente des Women's Studies, puisque ça ne forme pas un cursus en soi, mais c'est composé d'UV optionnels reconnus dans chaque discipline, anglais, lettres, histoire, sociologie, anthropologie et psychologie. J'espère que j'oublie aucune. Vous imaginez bien que tout ceci est le fruit d'une lutte intense, continuelle, dans toutes les réunions de tous ces départements, où il faut être tout le temps, ne serait-ce que pour attraper les fameux budgets, pour être au courant et se faire reconnaître. Il suffit que vous manquiez une réunion, que vous reveniez, votre UV, elle n'existe plus. Donc il faut être là tout le temps. Chacune d'entre nous étant dans toutes ces disciplines et surveillant et militant pour que ça continue à exister. Alors je suis responsable de ce centre depuis le début, le CLEF, puis Louise Labbé, jusqu'au moment où j'ai pu passer la main à d'autres, dans la mesure où quand elles ont été aussi diplômées que moi, car l'université est redevenue, au fil des années, à nouveau aussi mandarinale qu'avant 68. Moi, j'ai un cher collègue, une petite anecdote, mais un cher collègue qui ne me disait pas bonjour, genre, quand j'étais que maître de conférence. Il était au bureau à côté, il arrivait, il ouvrait sa clé, j'arrivais en même temps que lui, il disait bonjour, il ne répondait pas. Le jour où j'ai été prof, ça reste aussi un de mes grands souvenirs, il a traversé tout un couloir, il est venu vers moi, il m'a dit « Félicitations, cher collègue », et depuis ce jour-là, il m'a dit bonjour. Non mais, vous y croyez pas, hein. D'ailleurs, je suis restée. J'ai même dit merci, c'est pas possible, dans l'émerveillement
Bon. Alors, c'est dans ce cadre que s'inscrit ma carrière universitaire. C'est-à-dire qu'après le mouvement des femmes, il faut bien le dire, consomme un petit peu, et je me lance dans cette idée d'institutionnalisation dans une thèse d'État. Alors, pourquoi pas HDR, puisque ça commençait tout juste à exister. Alors, je pensais peut-être à tort, mais que mes travaux de recherche étaient trop disparates. Il y avait encore le choix entre faire thèse d'État, ça a duré 2-3 ans, et HDR. En tout cas, plus disparate que des collègues comme Pascal Molinier ou Patricia Mercader, que j'ai pu accompagner après, comme je ne sais plus comment ça s'appelle, souvent moniteur, je ne sais plus quoi, par la suite pour leur HDR. Mais je pense que leurs travaux, à deux en particulier, étaient beaucoup plus cohérents que moi. Moi, ça a commencé avec l'avortement, donc ma thèse en psychologie, puis des travaux donc, sur l'IVG et l'avortement que j'ai publiés avec une autre recherche aussi faite avec Brigitte Lomont sur Lyon. Donc tout ça a été publié dans la revue française de sociologie. Puis des travaux collectifs sur le mouvement des femmes, qui là étaient publiés à droite et à gauche, j'avoue que je ne me souviens plus très bien, mais plutôt du côté de la sociologie forcément, et peut-être même dans des revues pas reconnues, quoi. Puis avec Claire Ozias, une recherche historique sur une grève de femmes ouvrières de la soie à Lyon. Donc ça c'était en histoire. Donc cette grève, c'est une grève qui a lieu en 1868, de femmes qu'on appelait des ovalistes, qui sont donc des ouvrières de la soie. Cette grève était très intéressante, c'était un travail, je ne suis pas historienne, donc c'était Claire l'était, donc elle me guidait bien, qui éclate, donc cette grève éclate de façon très spontanée en réaction à des conditions de travail et de vie extrêmement répressives, et on est en 1869, puisqu'elle devait loger ce qu'on appelait les couvents soyeux. Elle devait aussi loger et se nourrir chez l'employeur, qu'elle payait pour le logement et la nourriture. Et cette grève se mène par elle seule, il n'y a même pas de chef. Enfin, on essaie d'en trouver, il n'y avait pas vraiment de chef, il y avait des chefs, femmes, comme ça, il y a des meneuses. Enfin, c'est pas des meneuses d'ailleurs, elles sont repérées par la police, ce qui ne veut pas dire qu'elles menaient d'ailleurs. En tout cas, cette grève se mène pendant plus d'un mois, de façon extrêmement marquante pour le milieu lyonnais, pour se solder par la reprise en main toute masculine de leur délégation au congrès de Bâle de la première internationale des travailleurs. C'est Bakounine qui a porté leur parole. Il faut dire aussi qu'elle ne savait pas signer, ne savait pas écrire. Bon, ils auraient peut-être pu faire mieux, Bakounine et autres, mais bon, passons. On connaît ça, c'est la reprise en main par les syndicats déjà en 1869. Alors, je mène ces recherches toutes avec un très grand plaisir, mais elles ne sont pas vraiment, elles ne sont même pas du tout dans les critères du CNU en psychologie, qui est un CNU particulièrement en moderne. Alors, j'ai aussi des articles en psychologie du travail, là aussi pas vraiment en psychologie, et qui ne sont pas reconnus même en psychologie sociale, aussi étrange que ça puisse paraître. C'est-à-dire que moi, ce n'était pas finalement là où je publiais le plus, mais mes collègues qui ne sont que, même à l'heure actuelle, qui ne sont que, si j'ose dire, qui sont en psychologie sociale, mais en psychologie du travail, ils sont très mal reconnus dans la section psychologie. Alors ergonomie, alors ils basculent sans arrêt entre ergonomie, sociologie du travail, des trucs comme ça, c'est très... Non, je vous dis, la psychologie, c'est extrêmement rigide. Alors je décide donc, pour pouvoir être professeur, de jouer le jeu de la thèse d'État. Donc je suis aiguillonnée en ça par mes collègues donc, du CLEF. Il n'y avait pas d'autres professeurs. Le gars qui avait longtemps calminé sa carrière politique, n'était pas prof d'ailleurs, mais aussi donc par mes collègues de psychologie sociale, le département dans lequel j'étais, qui avait beaucoup de mal, ce département, à être reconnu au sein de l'Institut de psychologie, parce que l'Institut de psychologie à Lyon est très 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 clinique. Il y a une forte représentativité des branches de la psychanalyse en particulier. Donc on n'existait pas, on avait du mal à exister. On était les alliés des fois, enfin vous savez comment ça se passe, de temps en temps on était bien alliés avec nous, quand il fallait lutter contre les neurosciences ou des trucs comme ça, mais enfin sinon on ne reconnaissait pas. Alors, grâce à tout ça, et au fait que je suis devenue prof, ça compte évidemment, on réussit à obtenir une jeune équipe, puis une EA, donc une équipe d'accueil, et maintenant c'est un laboratoire à part entière en psychologie sociale qui s'appelle le GREPS, groupe de recherche en psychosocial, dont j'ai été évidemment, comment on dit, chef, bref, directrice vraisemblablement, pendant un petit moment, ce dont profite aussi donc le centre Louise Labbé, qui est toujours resté lié en priorité à ce département, par le jeu des personnes, puisqu'après c'était Patricia, etc., à Mercader.
Donc je m'inscris donc, je reviens à ma thèse, je m'inscris en thèse d'État avec Michel Huguet, que peut-être certains d'entre vous connaissent ou ont connu, qui était une professeure de psychologie à Amiens, puis à Paris 7, avec un parcours un peu compliqué aussi, parce qu'elle relevait d'une psychologie très intermédiaire comme moi, en quelque sorte, mais on n'était pas la seule à l'époque non plus, entre psychologie sociale et psychologie clinique. Elle avait travaillé par exemple sur les femmes dans les grands ensembles, dans le laboratoire de Chambard-de-Laux, qui était un laboratoire censé, ça devait s'appeler à l'époque sciences humaines cliniques, un truc comme ça, sciences sociales cliniques, essayer de, il me semble, de faire le point avec tout ça. Alors la position de Michel Huguet relevait de ce qu'on pourrait appeler une sociologie clinique, terme que j'ai entendu utiliser aussi par Nicole Mosconi, qui est celui que j'ai aussi beaucoup utilisé pour mes cours en psychologie du travail, en particulier en m'appuyant sur quelqu'un comme Eugène Henriquez et son laboratoire, à Paris 7 aussi. Donc je partais d'une sociologie pour mes cours, je partais d'une sociologie féministe, avec les constats de la division sexuelle du travail, pour aller vers une compréhension plus clinique des enjeux psychologiques. La psychologie du travail est assez forte en psychologie sociale à Lyon. C'est une des choses qui tient la psychologie sociale. Alors, ma thèse d'État ne portait pas du tout là-dessus, elle portait sur l'adultère féminin. En psychologie du travail, c'est pas évident. Mais c'était très... Bon, bref. Une chose différente pour moi. La thèse d'État, c'était mon propre plaisir d'une certaine façon. C'est le seul truc, en fait, à part la thèse d'avant, où j'ai travaillé toute seule. Mes autres travaux étaient collectifs, ce que j'adorais. La thèse d'État, là, il n'y avait pas moyen. Puis du coup, c'est sa propre pensée. Enfin bon, c'est pas pareil, quoi. Alors, pourquoi l'adultère féminin? C'est tout bête. Je n'avais pas d'idée particulière. Enfin, j'avais envie de faire une thèse, mais vous savez, on ne se passe pas non plus comme ça. En tout cas, ma tante me donne à lire La Chambre des Dames, qui est un best-seller à l'époque, dans les années 80, type roman historique, de Jeanne Bourrin, 1 million d'exemplaires, tout de même. Personne n'arrive à ça. Et ma tante me dit, ça va t'intéresser, toi qui t'intéresses aux femmes, ça va t'intéresser. Effectivement, je m'arrête sur une scène que je trouvais extraordinaire, et Jeanne Bourrin, que j'ai interviewée après, elle-même m'a dit qu'elle n'a jamais compris comment elle avait pu écrire cette scène. Ce que j'ai trouvé très intéressant au niveau de que c'est que l'écriture, du travail de l'inconscient, etc. Bon. Et alors cette scène, elle clôt donc la première partie de ce livre. C'est un truc, je trouve que ça s'arrête, là on reste complètement sidéré, où un bébé meurt suite, je vois que Françoise s'en souvient, un bébé meurt suite à l'inconscience de sa mère, parce que la mère, ça se passe dans la chambre de la mère avec l'amant, et elle n'entend pas son bébé qui étouffe, parce qu'elle est dans sa passion adultère. La méchante, la vilaine, la méchante. Alors, je mène donc cette thèse avec l'aide de Michel Huguet, sous l'angle de la sexualité féminine, d'un point de vue psychanalytique, qui était un angle que j'avais déjà bien travaillé, évidemment, pour ma première thèse sur l'avortement. Donc, je suis à la recherche d'un fil latent, de qu'est-ce qui se passe dans ce genre de texte, grâce à une méthodologie d'analyse grémassienne, qui est une méthode typiquement des littéraires. C'est pas du tout dans mon champ, mais j'ai beaucoup apprécié, beaucoup utilisé. Donc, sur un corpus de textes écrits par des femmes sur ce thème de l'adultère. C'est comme ça que je travaille dans des textes extrêmement différents, de Marie de France, La princesse de Clèves, où là, je passe là le détail, mais je vais jusqu'à La Chambre des Dames, donc, et même Harlequin. Pour l'époque actuelle, je n'ai pas réussi à choisir, à part La Chambre des Dames, d'où j'étais partie, je ne peux même pas l'éliminer. Et Harlequin, que tout le monde connaît, collection de romans de gare, comme on dit. Donc vous voyez que ma thèse n'était pas une thèse en littérature. Alors, je tire peu à peu le fil rouge que je continue toujours à suivre, donc, que je continue toujours à suivre maintenant. Donc, la force de la relation mère-fille, qui est une force occultée socialement, mais aussi psychiquement par les femmes elles-mêmes, c'est-à-dire refoulée parce que dangereuse, c'est-à-dire trop passionnelle, trop homosexuelle, bref, trop engloutissante. Alors, je m'arrête un tout petit peu sur cette utilisation de la psychanalyse. Alors, ma thèse, finalement, avec Michel Huguet, ça a été en psychologie clinique. Mais parce que ça a été en psychologie clinique, quoi.
J'ai été prof en psychologie sociale. Bref, ça c'est tout le monde connaît un petit peu ça, c'est les aléas des compartiments. Alors, l'utilisation de la psychanalyse, c'est un truc... Florence disait que la psychologie, c'est déjà pas simple, alors la psychanalyse, au sein du féminisme, des fois c'est compliqué. Alors, je salue d'ailleurs l'initiative courageuse du colloque qui va venir l'organiser fin juin par Laurie Lofer, donc à une époque où la psychanalyse est attaquée tout de même passablement. Alors, qui est à Paris 7, hein, c'est ça. Alors, mon rapport à Freud, quant à moi, tout de même, j'insiste là-dessus, il est tout à fait que théorique, je ne suis pas du tout praticienne. Hein. Mais j'ai tenu à faire des cours là-dessus pour montrer en quoi la psychanalyse n'était pas du tout antinomique avec le féminisme, en insistant sur l'aspect, vous connaissez peut-être, d'une théorie féministe manquée. C'est Gaëlle Rubin Rubin, on doit dire, c'est une américaine, donc, qui a dit ça, qui a utilisé cette expression, je trouve très intéressante, donc dans l'économie politique du sexe, qui a été republiée par les cahiers du CEDREF, il y a déjà un petit moment. Alors cet aspect, si vous voulez, de théorie féministe manquée, c'est souligné aussi par quelqu'un comme Jean Laplanche, qui reprend la traduction de Freud du fameux, que tout le monde connaît ça comme ça, l'anatomie. Freud aurait dit l'anatomie c'est le destin, et c'est censé résumer sa pensée, alors que Laplanche fait des textes très intéressants d'ailleurs, qui montrent que c'est pas du tout ça qui est dit en allemand, mais là je vous passe les détails. Alors que Freud justement n'a cessé de montrer au contraire, c'est ce que dit Gaëlle Rubin, combien la féminité était une construction psychique et sociale, bien plus que biologique. Bon, donc c'est ça que moi j'ai toujours travaillé dans mes cours. Alors sur mon sujet de l'adultère, je vous en donne une petite preuve, parce que je ne vais pas passer plus de temps là-dessus, mais tiré des minutes de la Société psychanalytique de Vienne, qui apporte ce compte rendu, des minutes, donc c'est les réunions de Freud et de ses adeptes. Donc c'est résumé de ce qui se passe dans toutes ces réunions. Un deuxième point de vue concerne l'infidélité. Si l'on concède la satisfaction sexuelle à la femme, on ne doit pas exagérer les exigences de fidélité conjugale. Donc on est en 1908, donc vous voyez qu'on est tout de même loin de ce qui peut être reproché à Freud dans le genre misogyne, enfin tout ce qu'on a pu entendre, en confondant d'ailleurs sa vie privée, qui était vraiment pas plus misogyne que celle d'un autre, avec la théorie, mais des fois c'est vrai qu'il faut quand même essayer de faire des rapports entre les deux. Mais en tout cas, la psychanalyse freudienne n'est pas antiféministe, misogyne, comme on a pu le dire, de mon point de vue en tout cas. Parce qu'en général, et ça j'ai beaucoup vu à Lyon 2, dans l'enseignement de la psychanalyse, malheureusement, de l'apport freudien n'est retenu que l'aspect le plus orthodoxe, c'est-à-dire de ses premiers textes, les 3 essais sur la sexualité, des choses comme ça, où on tire ce qui est dit de classique sur la femme à l'époque, alors qu'en 31-32, il écrit ses seuls textes qui s'appellent Sur la sexualité féminine ou la féminité, et là, il a des réflexions tout à fait nouvelles, qu'il le dit lui-même, où il a commencé à aborder un petit peu en 25, etc. Enfin bon, comme vous savez, il a dit « je comprends rien », etc. Donc à partir des années 31-32, il dit que si la fille se tourne vers le père, donc le fameux complexe d'Oedipe, alors c'est ça qu'on enseigne classiquement, un complexe d'Oedipe, l'envie du pénis, machin, etc. C'est après la tempête, donc dit Freud, hein, si la fille se tourne vers le père, c'est après la tempête passionnelle de la première relation mère-fille, et elle se tourne vers le père pour se réfugier comme dans un port. Donc vous voyez qu'il relativisait ainsi donc son fameux complexe d'Oedipe, et c'est à partir de là qu'il va parler d'une phase pré-oedipienne. Il l'a relativisé donc pour aborder d'autres zones beaucoup moins explorées, dont la prise en compte permet de mieux comprendre en fait, je pense, certaines formes de conflits, ne serait-ce que dans la vie familiale. Alors, je vous donne un exemple actuel, évidemment c'est pas chez Freud, mais dans les familles recomposées que vous connaissez tous plus ou moins maintenant, et c'est une expérience aussi tout à fait personnelle, mais les éventuelles difficultés de la fille avec le beau-père, hein, ou avec le potentiel beau-père, bref l'amant de la mère, ont en fait plus à voir avec de la jalousie à l'égard de l'amant, parce qu'il vous pique la mère, qu'avec une rivalité
avec la mère envers lui. Quand vous regardez la presse féminine, l'interprétation qui est donnée, c'est toujours ça. C'est, elle joue la rivalité avec sa mère vis-à-vis de l'amant. Ça peut, mais c'est un truc aussi. Ce qu'elle reproche aussi, de tout ce dont elle se venge, c'est de perdre sa mère. Et ça se... Si vous avez des petites expériences personnelles autour de vous, c'est assez flagrant. Alors c'est cette phase que Freud dit que les filles sont beaucoup plus enquiquinantes dans ces périodes-là, l'adolescence, que les garçons en fait, qui sont manifestement moins jaloux que les filles à ce moment-là. Bon, bref. Alors c'est cette phase que Freud qualifie de préoedipienne, qui reste refoulée, inconsciente, avec de grandes zones d'ombre. Je vous le lis, là je cite, là où l'on trouve un lien au père particulièrement intense, il dit, il y avait auparavant une phase de lien exclusive à la mère, aussi intense et passionnée, et là c'est moi qui parle, et surtout très refoulée, mais ça il le dit aussi, ce qui va permettre à quelqu'un comme Lucie Rigaret, qui est une psychanalyste féministe des années 70, je reviendrai à la fin, d'avancer cette très jolie formule. Elle dit oui, c'est le continent noir du continent noir, la relation mère-fille, dans la question sur la sexualité féminine. Donc la force particulière chez la fille de ce premier lien à la mère explique donc la spécificité de la sexualité féminine et permet enfin à Freud de répondre à sa fameuse question « Que veut la femme ?» Il dit « C'est la mère. Ce que la femme veut, c'est la mère. Le père n'est qu'une figure secondaire. » Donc ça, c'est 31-32 et c'est très rarement enseigné. Donc je m'appliquais dans mon petit cours, un grand cours d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes très intéressées. C'était optionnel et c'était des femmes qui suivaient les enseignements cliniques de façon majoritaire. Ça me faisait quelques petits ennuis. Bon, alors, c'est cette piste en tout cas que j'ai explorée dans ma thèse, en m'appuyant par ailleurs sur les travaux des psychanalystes qui travaillent maintenant sur la sexualité féminine et la spécificité justement de cette relation. Alors, j'ai tiré de cette thèse 2 livres assez différents, un qui s'appelle L'adultère au féminin et son roman, qui est sur l'analyse des textes, et puis un autre qui s'appelle Le roman d'amour et sa lectrice, l'exemple arlequin, qui a été publié grâce à notre regrettée Hélène Rouge chez Dominique Fougerolas, ici présente, mais qui montrent tous deux la même chose. Que sous la figure de l'amant se cache la recherche d'une mère que cet amant sait très bien incarner par un jeu subtil de caresses, aussi bien verbales que corporelles. Alors je vous cite par exemple Anne, l'héroïne des Mandarins de Simone de Beauvoir, vous voyez que j'avais des textes reconnus. Anne exprime donc une demande implicite, mais très bien comprise, je vous la cite. Elle dit « J'aime vos mains », dit-elle à Brogan. Et celui-ci, donc, après lui avoir assuré qu'elle les sentira toute la nuit, caresse, je vous cite, des cheveux aux orteils. Bon, Simone de Beauvoir, Anne, n'était pas petite, hein. Et donc une Anne redevenue toute petite, donc entre les mains de l'amant, vous voyez, grâce à un geste qui évoque tout de même les premiers soins corporels dispensés par la mère. C'est une preuve. J'ai pas que ça comme preuve. Donc dans l'autre livre, avec l'exemple arlequin, le propos est le même, c'est-à-dire que sous la figure d'un amant très macho, c'est ce qu'on reproche à Arlequin, mais macho justement pour permettre, c'est ce que je dis moi évidemment, de maintenir le refoulé, se cache une figure maternelle d'amant intentionné, aux caresses tout aussi efficaces. Alors là, je vais vous en lire, c'est plus rigolo, c'est toujours rigolo Arlequin, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur Arlequin, il faut le dire, c'est rigolo. Alors, exemple, pourtant, elle ne pouvait nier l'effet magique que venait de produire sur elle la main de Jack, c'est toujours avec des noms anglais, américains, et quand il caressa ses seins, elle gémit de plaisir. Vous voyez que ça marche quand même pas mal. Alors, baiser et caresse, plutôt que la mécanique du sexe, c'est la consigne. Il y a un guide qui est distribué aux auteurs qui sont toutes des femmes, pratiquement. C'est aux États-Unis, c'est en Amérique du Nord. Hein. Mais encore que le sexe est tout à fait loin d'être absent, il est conseillé de ne pas jouer la carte de la mécanique du sexe, mais le sexe y est. Exemple, et quand elle sentit sa main s'aventurer au plus secret d'elle, elle tressaillit. C'est pas mécanique, mais enfin, ça y est tout de même. Donc, vous voyez que ces doigts-là sont tout aussi agiles donc, que ceux de Brogan, hein, pour Anne, mais qui en plus, dans Arlequin en tout cas, modernité oblige, c'est des doigts, si j'ose dire, qui savent faire la cuisine. Donc, par exemple, ben c'est le même Jake, tiens. Jake s'était occupé de tout. La chatte était accroupie en bas de l'évier.
le nez plongé dans son bol, savourant une bonne boîte de thon. Il n'y a pas d'enfant hein, dans les Harlequins. Voilà pourquoi elle n'est pas venue réclamer ce matin son Jaliana. L'égouttoir reluisait, vide et propre. Le rêve, effectivement. Bon, alors j'ai défendu l'idée, peut-être optimiste, mais bon, je continue un peu à la défendre, que les lectrices n'étaient pas aussi aliénées qu'on pouvait l'entendre à l'envi à l'époque en tout cas, mais qu'elles s'offraient une tranche de rêve de façon très consciente, très lucide, pour échapper plutôt à l'aliénation de leur vie quotidienne. Je vous cite une dame qui a été interviewée par une de mes étudiantes, et moi j'avais lu toutes des lettres d'abonnés, ce qui était tout à fait passionnant. Donc en tout cas, cette dame, elle est mère de famille de 35 ans, et elle dit « La réalité ne correspond pas du tout à l'idée qu'on se fait du mariage. Et donc on aime, bon, changer un petit peu de décor, et puis justement, rêver autre chose. » Donc, je pense qu'on ne peut pas parler d'aliénation totale dans ce cas-là, même s'il y a des femmes, je vous l'accorde, qui sont addictes, hein, c'est-à-dire qu'elles peuvent lire elles peuvent en lire 2 par jour, voilà, donc là il y a un problème. Bon, mais c'est en tout cas une question que je trouve intéressante sur cette soi-disant aliénation. Mais cette littérature, moi ce qui m'intéressait aussi, c'était le roman de gare, suscite un mépris qui est absolument incroyable. L'Âne, qui était une revue de Bédios lacanienne à l'époque, avait publié un grand truc sur Harlequin, ce livre pur déchet. Tout de même, je veux dire, à l'époque, vous aviez comment il s'appelle OSS 110, non pas OSS 117, là, l'autre. Oui, enfin, tous ces auteurs-là, qui eux sont, il y en a même un, Gérard de Villiers, il est passé apostrophe. Bon, Gérard de Villiers, c'est pareil. Exactement. Bon, je passe. Alors, c'est à cela que je me suis attelée, donc d'un point de vue théorique, pour aboutir donc à ce que je vous proposerai au final, mais non sans avoir avant mentionné un autre versant plus ou moins militant, et donc celui des violences envers les femmes. Donc, à Lyon, pendant une dizaine d'années, je participe à une nouvelle association qui se crée en 87, qui s'appelle Stop Viol, qui s'appelait Stop Viol. Nous faisons donc de l'écoute, de l'accompagnement et des groupes de parole. Des groupes de parole, hein, c'est pas de la thérapie. Et cette expérience va me permettre d'être invitée à participer à l'équipe NVEF, qui au début des années 2000 donc, mène la grande enquête nationale sur les violences envers les femmes en France, qui a été publiée en 2003. Travail colossal, avant tout de démographe et de sociologue. Moi j'apprends beaucoup. Pendant que par ailleurs, je suis la seule psychologue, il me semble, n'est-ce pas, Dominique, dans l'équipe. Pendant que par ailleurs, avec 2 collègues lyonnaises, donc Patricia Mercader et Elga Sobota, nous travaillons le versant psychologique, je dirais, de ces violences conjugales. Donc là aussi, un gros travail sur des dossiers d'assises, mais tout aussi passionnants, qui donnent lieu à 2 publications, Crime passionnel, crime ordinaire, puis Psychosociologie du crime passionnel. Alors, je retire en tout cas de ces 2 approches que la violence est la chose du monde la mieux partagée entre hommes et femmes, et me conduit à travailler cette idée, politiquement évidemment très moyennement correcte, mais je suis prête à me défendre, de violence féminine qui me taraude depuis les années 70, donc les années du mouvement des femmes, qui a tout de même donné un exemple instructif de par les conflits, je dirais, tous sororaux qui l'ont agité. Alors, après les victoires remportées en matière de contraception et d'avortement, ce mouvement, vous vous en souvenez évidemment, enfin vous le connaissez, même si vous êtes trop jeune, mais ce mouvement se mobilise contre le sexisme et le machisme, dont le patriarcat est le symbole, c'est la lutte contre le viol, contre les violences conjugales, etc., 75-80, en puisant son énergie dans une solidarité toute neuve et un concept, enfin un mot nouveau, qui est la sororité. C'est le grand slogan de ces années-là. Et pourtant, ça aussi vous connaissez, un violent conflit éclate et finit devant les tribunaux patriarcaux, qui est un groupe donc porté par une mère charismatique, s'il en fut Antoinette Fouque, donc s'approprie le nom du mouvement des femmes en déposant la marque MLF. Je vous conseille de lire l'article récent de Christine Fauré, Liliane Candel et Françoise Pic, qui s'appelle Antoinette Fouque, le pouvoir hypnotique de la domination féminine, qui est sorti, j'imagine, c'est au moment de la mort d'Antoinette Fouque, mais enfin qui était dans Libération 14, en 3 avril 2014, où il y a cette idée de mère
pouvoir hypnotique. Donc il y a une domination féminine que j'ai trouvé qui me parlait bien. Bon, en tout cas, l'ensemble du mouvement des femmes, ramené, si j'ose dire, à la dure réalité du capitalisme, s'en remet mal, même si, s'en remet pas du tout d'ailleurs, je dirais, il n'y a sûrement pas que ça comme cause. Si ça peut exister, c'est aussi parce que c'était la fin de quelque chose, vraisemblablement. Bref, même si, heureusement, il renaît ce mouvement à l'heure actuelle sous d'autres formes, non portées par ses filles, mais plutôt ses petites filles d'ailleurs, qui sont tout de même moins ingrates que leurs aînés. Si vous vous souvenez, le MLF avait titré son premier manifeste en 70, Libération des femmes, année zéro, renvoyant donc aux oubliettes les Saint-Simoniennes, les suffragistes et toutes les autres grand-mères qui les avaient précédées, féministes de tous bords, mais féministes elles-mêmes. Alors, puisse, je dirais, le jeune mouvement féministe ne pas se laisser prendre dans les filets de sirène d'une quelconque mère archaïque, mais c'est jamais exclu, même s'ils ne sont pas éviter quelques violences, vraisemblablement. Enfin, là, je fais allusion au fait que j'ai appris il y a peu de temps, même que l'exclusion récente de l'antenne lyonnaise d'oser le féminisme. Donc j'ai peur que ça recommence, les violences entre sœurs, si j'ose dire. Bref, n'empêche que la sororité féministe, ça connaît des déboires, mais les leçons en sont néanmoins profitables. Ne serait-ce que parce que le fait que l'entre-sœur, ça ne suffit pas pour contrer la violence des femmes entre elles. Donc je reviens donc à cette violence féminine. Dans notre travail, donc avec mes deux amis collègues sur le crime dit passionnel, parce que je vous passe là le détail, mais c'est évidemment le crime passionnel, c'est en fait des violences conjugales, on avait été frappés par le parallèle d'aliénation dans laquelle étaient pris les auteurs de ces crimes conjugaux, auteurs hommes et femmes. Dans nos dossiers d'assises, il y avait 30% de femmes et 70% d'hommes qui tuaient leur partenaire. Alors côté homme, rien de bien nouveau, tous incarnant absolument parfaitement l'idée d'appropriation des femmes de Colette Guillaumin. C'est ma femme, et qu'à moi, donc je la tue. Enfin, c'est pas tout à fait dit comme ça. Le final, c'est ça. C'est ce qui fait que je la tue. Enfin bref. Mais côté femme, en tout cas, je ne veux pas qu'elle ne soit plus ma femme. Mais côté femme, l'aliénation n'est pas du tout parallèle, pas à ce niveau-là en tout cas, quand elles tuent leur mari, ou leur amant, enfin bref, leur homme. L'aliénation s'incarnait dans une adhésion, en fait, qui nous étonnait beaucoup, massive aux stéréotypes de sexe. Ceux-là même qui les aliénaient, c'est-à-dire que c'était des carrières, si j'ose dire, des femmes extrêmement traditionnelles, convaincues de la différence des sexes, je ne sais pas comment dire, extrêmement traditionnelles, quoi. Elle ne tue pas par féminisme, ça c'est clair. Alors elle tue, évidemment, pour se débarrasser des violences, ça c'est vrai. Mais ce qu'on peut se demander, ce qu'on s'est demandé, ce qu'on continue à se demander, et ce qu'on se demande toujours quand on voit des cas comme ça dans la presse ou ailleurs, mais qu'est-ce qui a fait qu'elles ont tenu si longtemps, tout de même? Et ça, c'est une question récurrente, toujours actuelle, dans les associations qui s'occupent de femmes victimes de violences, et ce qui fait disjoncter des fois d'ailleurs les bénévoles quand ils arrivent, ou les travailleurs sociaux, parce que c'est difficile. Je suis dans une association là, de façon extrêmement active depuis une dizaine d'années, comme ça, et c'est une question qui nécessite d'être encore et toujours travaillée, en particulier avec les policiers, etc., tous les gens avec qui on a affaire, parce que c'est le premier truc qu'ils vous disent. Elle voulait déposer une plainte, mais enfin, elle a quand même fait 5 enfants avec lui. Bon. Donc, il faut ramener sans arrêt pour dire que c'est tout de même plus compliqué que ça. Ça n'empêche pas qu'effectivement, il la bat. Bon. Alors, l'hypothèse qu'avec mes collègues on avait alors avancée, c'est que pour ces femmes, ce système est un système extrêmement maternaliste on pourrait dire, et que la maternité englobe, à bon compte socialement, l'image de la femme risque de l'étouffer. Quand je dis à bon compte socialement, ce qui était comme frappant, c'est que quand les femmes étaient, jamais il y a eu de femme acquittée, mais une même femme, c'est jamais évidemment la même femme, parce qu'on a beaucoup fait aussi sur les peines qu'elles pouvaient avoir quand elles tuaient, etc. Une femme sans enfant, elle ramassait 15 ans, si elle tuait son mari, alors qu'une femme avec enfant, 5. Mais bon, je vous fais en gros, à la louche. Mais c'était extraordinaire, c'est-à-dire qu'une mère, et elle jouait là-dessus. Ça faisait partie du problème. Une mère, bon, c'était pas d'ailleurs qu'on voulait même pas leur prendre leurs enfants, parce que de fait, elles allaient se retrouver en prison.
Mais bon, elles étaient prises là-dedans et elles savaient le faire, le vivaient, quoi. Elles ont convaincu leur jury. Alors, mais le risque, évidemment, c'est que ces femmes sont elles-mêmes étouffées en tant que femmes. C'est-à-dire que c'est au prix d'une identification, c'est ce qu'on dit en tout cas toutes les trois, d'une identification à la toute mère, on pourrait dire, toute puissante, à la mère de la toute petite enfance, que la femme reste soumise, en fait, à l'emprise maternelle de façon conformiste. Sans aucun jeu possible, elles sont entièrement soumises au modèle du soin une mère, ma fille. D'ailleurs, ces gens sont pris dans des histoires de famille. Très très souvent, la famille de la mère habite au-dessus, en dessous, à côté. Elles sont complètement incestueux, comme on dit parfois. Alors, on a travaillé en particulier avec les travaux de Françoise Couchard, dans un livre qui s'appelle Emprise et violences maternelles, qui est très intéressant. C'est ce qu'elle appelle le terrorisme de la souffrance, c'est-à-dire un des aspects mortifères possibles de l'emprise maternelle sur la fille. Hein, tu verras, c'est affreux, les hommes, c'est épouvantable, l'accouchement, on n'en parle pas, c'est une horreur, etc. etc. Enfin, bon, les femmes souffrent, c'est normal. Donc cet aspect mortifère est quand même difficile à entendre dans une mythologie maternaliste dans laquelle on vit, qui est que les mamans sont automatiquement plutôt des mamans protégeantes, gentilles et tout et tout. Elles sont gentilles, mais elles étouffent. Elles sont gentilles, pas toujours, parce que les filles en question qui vont être des meurtrières sont pas très bien traitées par ailleurs. Hein. On a l'impression comme ça qu'évidemment il y avait de la maman et tout ce qu'on veut, mais elles sont quand même laissées un peu à l'abandon. Alors vous voyez bien comment ces femmes vivaient dans une répétition de souffrance, avec finalement une grande capacité à la retourner contre elles-mêmes, parce que tout de même, si elles ne trouvaient pas la force de se débarrasser du mari violent, elles ne trouvaient pas la force de s'en débarrasser autrement que par le meurtre. Ça se retournait contre elles, parce qu'elles finissaient tellement en prison. Donc, et c'est vrai que ça se voit dans les violences conjugales, elles mettent très longtemps à pouvoir... D'ailleurs, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'elles vous disent je suis restée à cause des enfants et je m'en vais à cause des enfants. Alors, comme on est cool, on ne dit pas il faut le savoir, hein. Mais tout de même, c'est ça aussi le problème. Bon. Donc, c'est une violence tapis en elle qui se retournait, qui explosait, mais violence qui peut se porter aussi contre d'autres femmes. Et là, ça faisait écho au constat qu'on avait fait lors de l'enquête NVF, avec une certaine gêne d'ailleurs, que les violences envers les femmes pouvaient être le fait au travail, aussi bien de femmes que d'hommes. C'est une des parties que Dominique Géla a développé, un des chapitres que Dominique a beaucoup travaillé avec Elisabeth, si je me souviens bien. Alors, il s'agissait en particulier de ce qu'elle s'appelait ensuite, donc ces violences au travail, le harcèlement moral. Hein, on n'est pas dans les violences physiques. Mais depuis, j'ai continué à travailler un peu avec ça, j'ai noté que la majorité des plaintes de harcèlement moral sont portées par des femmes, et pour une grande part contre des femmes. Là, je ne donne pas les chiffres et les preuves, mais c'est dans les livres récents. En tout cas, essentiellement dans les enquêtes récentes, en tout cas essentiellement dans le secteur tertiaire, ce qui est logique, puisque c'est un secteur extrêmement féminisé. Hein. Elles ont des femmes en face, au-dessus. Enfin, dernier élément, mon expérience d'enseignante dans le domaine de la psychologie du travail, donc à l'université. J'en ai fait pu voir beaucoup d'étudiantes très désemparées dans leur stage. Il y a 80% de jeunes femmes dans les étudiants, non pas tant par le sexisme ambiant, ou même d'ailleurs quelques harcèlements sexuels auxquels elles sont rodées, enfin bon, elles ont appris à se défendre aussi, mais par la confrontation à des difficultés auxquelles elles ne s'attendaient pas du tout avec leur maître de stage féminine. Ce qui me frappait, c'était le désarroi de ces jeunes femmes face à quelque chose qu'elles n'arrivaient pas à comprendre. Alors je dirais qu'une misogynie banale, masculine, leur était relativement familière, mais alors elle qualifiait à ce moment-là ce qui leur arrivait de misogynie féminine, et ça les surprenait d'autant plus violemment qu'elles avaient mis beaucoup d'espoir dans l'idée d'une solidarité féminine, à laquelle je les avais, je dois l'avouer, sans doute trop encouragées sans aucune mise en garde. Et alors, c'est là où ma naïveté était profonde, en plus je les mettais en stage chez les anciennes étudiantes, qui étaient devenues des RH, machin, etc. Et ça se passait très mal. Ça se passait très mal, je vous raconte un peu, parce que c'est tout, vous connaissez ça sûrement peut-être dans le travail. Ces cadres, femmes, psychologues du travail, donc des RH, etc., avec leurs stagiaires,
Ça se passait bien dans un premier temps, mais c'était trop intime. Alors, c'est toutes leurs confidences, mais vraiment tout. Hein. Et d'ailleurs, les jeunes femmes que j'avais, que moi, les étudiantes, je les voyais, puisque je travaillais leur dossier avec elles, etc., elles étaient gênées. Hein, trop, c'était trop. Tutoiement obligatoire, et je te raconte mes coucheries, etc. Tout ce que sauf que la jeune fille, elle n'avait pas forcément, elle, envie de raconter sa vie. Donc, elles étaient comme ça, mises en position de grande amie. Puis alors, le jour du jury, c'était épouvantable. C'est-à-dire que la même maître de stage était atroce, mais vraiment, parce que je l'ai vraiment vécu, avec sa stagiaire. Donc c'était... Alors, il fallait qu'on barre tout de même, hein, parce qu'on commençait à comprendre qu'il se passait quelque chose. Évidemment, l'étudiante était quand même assez désarçonnée. Bon, donc c'est ça qu'elles appelaient la misogynie féminine, qui n'était pas faux. Hein. En tout cas, j'ai mis un petit moment à me demander ce qui se passait. Et donc c'est cette profonde naïveté, je dirais, tout à fait partagée, qui a été le moteur de ma réflexion donc, pour mon dernier livre sur les rivalités féminines au travail, que j'ai sorti il n'y a pas longtemps, grâce à la retraite, au temps que j'ai pu avoir à partir du moment de la retraite, et aussi aux étudiantes en question, parce que j'ai beaucoup utilisé leurs matériaux, pas leur cas à elles individuelles, mais tout ce qu'elles avaient pu accumuler au fil des années dans leur travail. Je tiens beaucoup à les remercier, parce que c'était vraiment un plaisir de travailler avec toutes ces jeunes femmes. J'ai passé depuis plus de 30 ans à l'université, où j'ai passablement souffert, je dirais, d'un sexisme très ordinaire, qui n'a vraiment rien à envier. Je ne vous raconte pas des exemples, c'est pas la peine, mais à n'importe quelle entreprise franchouillarde, française, classique. L'université, c'est quelque chose... Je ne pense pas que ce soit la mienne. Bon, alors... Je reviens à l'effet de surprise que les étudiantes éprouvaient donc, face à ce qu'elles qualifient de misogynie féminine. Donc c'est l'hypothèse de cette misogynie, comme enjeu des rivalités, des conflits entre femmes au travail que j'ai retenu, sans occulter évidemment, je vous les passe ici, les causes plus sociales et politiques, hein, structurelles. Donc je suis donc partie de l'idée que comme la violence, la misogynie c'est la chose du monde la mieux partagée, car elle est le propre de tout homme au sens d'être humain. Et c'est à ce titre que les femmes peuvent en être aussi partie prenante. Alors pourquoi ? Alors parce que jusqu'à présent, pour tous les humains, un petit coup de théorie là, pour chacun des deux sexes, donc la mère est première, et parce que jusqu'à présent, la figure première, celle de l'attachement, jusqu'à présent, hein, ça pourra peut-être changer, est portée par une femme. Donc la misogynie trouve sa source dans la lutte contre la toute-puissance de cette mère, de cette femme, pour essayer de se dégager cette figure tutélaire que vit tout petit bébé en construction, tout petit enfant, et qui va laisser cette lutte des traces refoulées mais indélébiles. Donc la plainte des femmes envers d'autres femmes, que la plainte soit d'ordre juridique comme dans le harcèlement moral, ou plus affective, comme dans la passion qu'elles peuvent mettre dans leur milieu de travail. Il n'y a quand même que des femmes que j'ai pu entendre dire « ma chef, elle ne m'aime pas ». Vous ne pouvez jamais un homme dire ça. C'est pas un problème. Enfin, je veux dire, c'est l'amour. Le mot « amour » n'est pas employé par un homme pour dire « mon chef, il ne m'aime pas ». Éventuellement, il dira « il ne peut pas m'encadrer », c'est autre chose. Mais elles ne m'aiment pas. Effectivement, elles sont souvent à la recherche des signes d'amour de la chef. Je parle de la chef. Hein. Donc, puiserait sa force dans l'ambivalence qu'éprouve tout petit enfant envers l'image maternelle. Donc ambivalence décrite par Mélanie Klein, que vous connaissez peut-être un peu, donc sous les imagos de bonne et mauvaise mère, vous savez, c'est bon, mauvais sein, etc. Ambivalence qui, si elle n'est pas intégrée, perdure, donc sous la forme d'un clivage dévastateur, c'est-à-dire où la seule haine envers l'image de la mauvaise mère occupe la première place. On pourrait dire, paraphrasant Racine, « je l'ai trop aimée pour ne point la haïr ». Alors, tout ça parce que l'avenir de cette position infantile, très infantile hein, tout de même, on est chez un 2 ans, hein, chez le bébé. C'est pas la même pour chacun des deux sexes. Le garçon, c'est le classique, ça garde son amour pour la mère puis les autres femmes. C'est simple, plus simple. Alors que le chemin est plus complexe pour la fille. Donc si pour tout petit enfant, la relation à la mère est d'emblée passionnelle, hein, ce premier objet, pour la fille, ça va rester cet objet, mais en gardant une dimension conflictuelle qui pourra s'exprimer, quand ça tourne mal, dans un clivage amour-haine. Donc la difficulté spécifique de la fille, c'est plutôt que de passer de l'amour fou à une haine parfois aussi folle, hein, parce que vous avez des haines de la mère ou des haines de la chef, etc.,
et des haines de l'ancien ami. Les amitiés féminines sont passionnelles tout de même souvent. Donc, et des haines tenaces. De savoir, donc la difficulté, ça va être de savoir qui était cette mère, c'est-à-dire cette femme du même sexe qu'elle, sans avoir le sentiment de la trahir. Donc ce mouvement vers le père qui va être une issue, qui fait le propre donc, du mouvement de l'Oedipien, de la petite fille, ça va en même temps avec un douloureux sentiment que n'a pas le garçon dans sa propre histoire, de trahison envers une mère qui est ainsi délaissée, et bien entendu, ce qu'il ne faut pas oublier, de la culpabilité. Donc c'est une intéressante idée qu'avait développée une psychanalyste qui est morte il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelle Janine Chasse-Guesnergel, dans un article assez ancien à l'époque où beaucoup d'articles sont sortis sur la sexualité féminine, donc en 64, et malheureusement qui est assez oublié. Donc en tout cas, culpabilité et rivalité vont se renforcer l'une l'autre et pouvoir s'externaliser sous forme d'exutoire, donc pour les femmes, mais au prix donc d'un clivage parfois ravageur. C'est ce qui va faire que les trucs de harcèlement moral, ça prend des proportions. En plus, quand c'est juridique, on va jusqu'au juridique, ça dure des années dans la passion la plus totale. Enfin, c'est très violent, hein, c'est très très douloureux et bon. Il faut dire aussi que la loi sur le harcèlement moral, évidemment on ne peut pas accuser, mais il y a tout de même cet énorme inconvénient d'être individuel. Vous portez plainte contre quelqu'un, c'est quelqu'un qui porte plainte contre quelqu'un. Ça, c'est une catastrophe. Parce que forcément, on est pris dans la relation individuelle. C'est pas moi qui fais les lois, mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui commence à se dire déjà, parce que beaucoup. Il faut sortir de ces rapports passionnels. Alors, cette opération de détachement, donc en gardant l'amour et de la mère et pour la mère, c'est une tâche très difficile, qui est le nœud de la plupart des difficultés ultérieures pour les femmes, donc tant en termes, vous le savez sûrement, d'investissement amoureux que professionnel, mais qui sont vécus avec la même passion. Freud disait d'ailleurs que cette passion était inextinguible pour la femme, et puisqu'il dit, toujours dans ces mêmes textes de ces 31-32, puisque c'est la phase du tendre attachement proédipien qui est décisive pour l'avenir de la femme, et c'est d'autant plus inextinguible qu'elle doit être soumise à un refoulement inexorable si la fille veut accéder à la féminité. Parce que dans la féminité, qu'est-ce qu'il va y avoir? Étape nécessaire, entre guillemets, ou en tout cas potentiellement proposée par la société indéniablement, c'est la maternité. Donc il est évident que votre mère est une femme et que le modèle de la féminité est aussi d'emblée la maternité. C'est impossible à récuser. Alors l'assignation sociale des femmes au maternel, donc sur le niveau professionnel, tout ce qui est travaillé par nos collègues sur le care, etc., ou familial, ça duplique les enjeux inconscients de ce conflit entre femme et mère sur l'image de la mère, et c'est cette prise en compte qui permet de mieux comprendre les conflits avec les supérieurs rôles hiérarchiques. Si vous voulez, moi avec les hommes, ça ne m'intéresse pas, c'est classique, enfin bon. C'est intéressant, en même temps, c'est fait. Enfin, c'est fait, on voit très bien comment ça marche, on sait très bien comment ça marche. Mais alors, les supérieures en question, les femmes cadres, elles savent combien les femmes ont vite fait de vivre cette situation hiérarchique en termes d'emprise, voire de harcèlement, parce qu'elles revivent une situation de toute puissance maternelle qui peut aller jusqu'à la peur d'une violence physique. Alors, je n'insiste pas au plaisir pour vous convaincre, vous citer un exemple, je ne m'en donne qu'un seul. Mais parmi bien d'autres, donc j'ai fait des interviews, des femmes qui se disaient harcelées moralement. Donc, Irène est mère de 3 enfants, ça c'est des témoignages récents. Et Irène, donc, elle a une très grande expérience professionnelle, elle se retrouve embauchée par son amie PDG d'une petite entreprise. Donc elle se retrouve un peu en dette. Son amie lui a dit « je t'offre le poste ». D'autant plus qu'elle a été recrutée avant même d'avoir son niveau diplôme en poche, ce qui est toujours une catastrophe, la dette, forcément. Difficile de refuser. Irène est sidérée, en fait, par l'autre image, le visage de cette amie qu'elle dit autoritariste, dans son interview, évidemment, à laquelle elle va être obligée de se confronter après un harcèlement des plus classiques, alors que tout le monde pensait qu'elle serait épargnée, vu que, évidemment, elle était amie avec cette femme qui était directrice, DRH, PDG, d'une association d'une 60aine d'employés. Tout le monde la reconnaît comme une mère abusive, on dit d'elle, mais très performante, très stimulante, très brillante. Alors, au bout de 6 mois de harcèlement,
de guerre lasse, Irène demande à négocier une rupture conventionnelle et vit alors une expérience inattendue, la peur pure et simple d'être tuée. Exemple absolu, évidemment, c'est moi qui parle, d'un vécu d'impuissance infantile face au droit de mort de la mère qui vous a donné la vie. Alors Irène dit, par exemple, justifie sa peur par la taille. Elle dit, elle est immense, elle fait 1m80. Moi, ça me fait penser au fait qu'évidemment, c'est une femme plus grande qu'elle, comme toute mère vue sous l'angle de la petite fille. Alors je vous la cite, évidemment, je n'aurai pas son ton, qui était extrêmement ému. Et là, en fait, j'ai eu très très peur pour ma vie. Je me suis carapatée en courant du bureau, j'ai cru qu'elle m'étranglait. Ah, j'ai eu la peur de ma vie. Je l'ai vue comme une furie, là, qui se transforme, une furie. J'ai vu ses yeux s'exorbiter, et complètement, on était comme ça. Elle s'est avancée, moi j'ai reculé, j'ai eu vraiment peur. J'ai eu super peur. Comme en fait, elle s'est avancée, comme j'ai reculé, et qu'il y avait la table, mais elle était à moitié levée quand même. Voilà, donc je suis partie, je suis allée pleurer un bon coup, c'était difficile quand même, et puis j'ai eu très peur, honnêtement, j'ai eu très peur. Alors, le plus étonnant est que cette forte émotion se retrouve aussi du côté de la harceleuse en question, et moi je dirais comme dans tout bon rapport mère-fille qui se respecte. Quand on s'engueule avec sa fille, même si on a raison, ça peut être difficile. Donc après cet entretien où Irène a eu si peur, sa PDG a tenu, paraît-il, des propos suicidaires, s'est effondrée et parlait de se jeter par la fenêtre. Il a fallu que les autres collaborateurs la retiennent. Vous voyez que les affects sont tout aussi violents des deux côtés. Donc je conclus, mais avant de conclure, mon bureau d'enseignante était le bureau des pleurs. C'est-à-dire qu'il y avait celles qui se plaignaient de leur maître de stage, puis après il y avait les maîtres de stage, pas forcément avec les étudiantes, mais celles qui étaient devenues des RH, qui étaient jeunes, forcément, elles avaient quoi, 25-30 ans. Et elles revenaient me voir en disant « Madame, c'est affreux, c'est épouvantable, j'y arrive pas ». Elles manageaient des petites équipes de 5-6 femmes, et elles me disaient « Je comprends pas, elles sont épouvantables avec moi, leur chef, alors que j'essaye d'être gentille. » Ah oui, c'est le problème. Peut-être qu'il ne faut pas être trop gentil. Voilà, c'était ça le problème, c'est qu'effectivement, comment gérer des femmes? Le monde des femmes, c'est que c'est pas simple. Alors je conclus. Pour moi, donc, comprendre, admettre et s'appuyer sur la force de la relation mère-fille, donc ça peut être un moyen de faire l'analyse des conflits entre femmes, mais évidemment pour mieux les dépasser, même si mettre la focale, donc, comme je le fais, sur la violence des rapports des femmes entre elles, c'est évidemment pas tout rose. On me le reproche beaucoup, vous vous en doutez. Elle relève pourtant donc d'un slogan féministe que vous connaissez bien, qui est « Un homme sur deux est une femme ». Donc il faut bien aussi entendre que les femmes soient des hommes comme les autres, c'est-à-dire avec la même part de violence, mais aussi, espérons-le, avec le même du coup potentiel de solidarité. Donc le féminisme tout de même, c'est cette idée toute simple de l'égalité entre les sexes. Ça suppose, pour moi en tout cas, d'en accepter ses inconvénients, mais ses gestions aussi obligées, mais évidemment pour mieux y accéder à l'égalité des sexes. Alors je vais finir sur ce qui me taraude le plus, donc revenir à cette idée généreuse du mouvement des femmes des années 70. Je vous le rappelle, le mouvement des femmes, c'est toutes les femmes, disions-nous, et essayer de comprendre ce qui a échoué. Donc pour moi, tenir compte des enjeux liés à la rivalité féminine, avec ces sous-bassements-là, inconscients dans son aspect de répétition de la passion mère-fille, ça en fait partie, et ça pourrait permettre de s'appuyer donc sur ce levier formidable, à mon avis, de la prise de conscience que si toutes les femmes ne sont pas des mères, toutes sont filles d'une mère. Donc cette idée, c'est la réactualisation d'une des propositions du mouvement des années 70, que je vous rappelle, qui était de trouver la femme en la mère. Et Luce Irigaray, donc à laquelle je reviens, disait alors, je la cite, que la relation mère-fille, c'est du genre 75-80, Luce Irigaray, que la relation mère-fille, fille-mère, constitue un noyau extrêmement explosif dans nos sociétés. La pensée, la changer, revient à ébranler l'ordre patriarcal. Alors, là je reprends la parole, ce n'est plus Luce Irigaray, mais vous vous souvenez peut-être qu'il y avait des velléités d'ailleurs émouvantes dans ce genre-là, de penser la relation mère-fille. Mais assez naïve, je vous rappelle les slogans de l'époque,
contre la fête des mères, par exemple. Maman, libère-toi, tu es d'abord une femme. Bon. Alors, vous voyez que sous ce genre de propos, la relation, je dirais, enfin, c'est moi qui le dis évidemment, mais la relation passionnelle montre que ça a été bel et bien occulté sous la question de la maternité, qui la sous-tendait pourtant, parce qu'on disait ça au moment de la fête des mères. Ce qui n'était pas très gentil, des fois. En tout cas, pas compris par les mères en question. C'est compliqué, hein? Oui. Oui, mais c'est à ce moment-là qu'on leur disait, au moment de la fête des mères. Oui, moi je sais, c'est compliqué. Hein. Alors, le mouvement des femmes, je crois que c'est ça qui jouait, œuvrait tant à la conquête d'une maternité libre que la question du fondement de cette lutte est restée très ambiguë, c'est-à-dire que la mère, en tant que la mère de chacune, était oubliée dans les luttes pour la liberté de la contraception et de l'avortement. Je dirais même dénigrée, et je vous donne un autre slogan de la même époque, que moi j'avais complètement oublié, que j'ai retrouvé sur le mur d'une copine à Lyon. La femme est au-dessus du niveau de la mère. Que je trouve tout de même, quand on y repense, bon, intéressant. Alors, donc la proposition de se considérer comme toutes des filles n'est pas un retour en arrière pour moi, mais ça permet de retourner à la source pour comprendre les origines de la misogynie des femmes qui ne fait qu'être utilisée contre elles-mêmes, hein, parce que je passe sur le sexisme des femmes entre elles, mais et qui, bien entendu, qui conforte celle des hommes. Au contraire, la prise de conscience qu'on peut en avoir, permet la désidéalisation d'une mère qui serait idéale et ouvre à la réconciliation. C'est ce que propose Daniel Brun, que vous avez reçu ici, je crois, qui applique d'une certaine façon la proposition de Lucie Rigaret quand elle souligne le rôle bénéfique, dit-elle, d'une recherche de la femme dans la mère. C'est une psychanalyste, hein, Daniel Brun, qui amène une femme à savoir intégrer harmonieusement ces deux images de mère, donc mère idéale et mère réelle, c'est-à-dire que celle qu'on a, il faut faire avec, en une mère intérieure, celle que toute femme porte en elle à vie, avec ses ambivalences, c'est toujours Daniel Brun, malgré la nécessité de ce que Daniel Brun appelle un processus matriciel, symbolique bien sûr. Alors je vous propose donc de finir sur ce doux rêve, ébranler l'ordre patriarcal par la force d'une classe de sexe, celle des filles, toutes filles d'une mère.